Bonjour ou rebonjour à tous. Bienvenue en salle de trading en live DailyFX. Nous poursuivons donc notre folle journée de conférences en ligne. J'ai à mes côtés donc Marc Dagger, fondateur de DT Expert, responsable des services de recommandation DT Turbo et DT Forex. Donc ce matin, vous avez pu voir Adriane sur l'inflation, Karen Pelloal sur Ishimoku, vous avez pu discuter du pétrole et des matières premières avec Benjamin Louvet. En début d'après-midi, Vincent Gann vous a fait les prévisions des DFX 2015, j'ai par la suite couvert la BCE. Maintenant, Marc va vous parler des overlaps, donc des seuils clés sur les marchés. Par la suite, on continuera toujours notre journée avec une partie sur le scalping et on finira avec les corrélations. Donc je vais vous laisser entre les mains de Marc qui va vous dérouler sa présentation sur les overlaps avec de très nombreux exemples graphiques. Puis je le retrouverai à la fin que vous puissiez lui poser vos questions. Bonne séance à tous et à tout à l'heure. Merci Nicolas. Bonjour à tous, merci donc d'être présent malgré l'actualité assez chaude en ce moment puisque Mario Draghi est encore en train de parler à l'heure où je reprends la main. Avant de commencer, de me présenter, de vous parler un peu de ce qu'on va dire ou faire, je voulais quand même faire une petite introduction particulière. Je sais que ce midi par exemple vous avez posé pas mal d'entre vous des questions à Ilyes Larbi qui dirige FXCM France. C'est toujours un peu fastidieux de se dire que poser des questions à des gens d'une entreprise peut parfois vous donner l'impression qu'ils vont vous donner des réponses qui peuvent... mais nous, chez Dagger Trading, si on a choisi de faire confiance à FXCM et qu'on continue de travailler avec eux, c'est qu'on a bien conscience à la fois de leur importance en termes de prestataires brokers mondial et notamment en France aujourd'hui. Et donc on tenait à vous dire que vous pouvez tout à fait continuer d'avoir confiance à l'avenir sur FXCM, que ce soit pour la partie broking ou pour la partie DailyFX avec laquelle je vais travailler. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est un niveau, effectivement, comme le titre l'indique, qui est un des niveaux, pour moi, qui reste les plus forts en termes d'analyse graphique technique, qu'on appelle les overlaps. On va voir ensemble quel est ce niveau, qu'est-ce qu'il signifie, quelle est sa définition, mais également, on va voir comment l'appliquer directement pour mettre en place des stratégies de trading ou de gestion pertinentes pour trouver par exemple des points d'entrée, des niveaux de stop, etc. Alors déjà, je vais commencer par me présenter. Donc peut-être que certains d'entre vous me connaissent déjà. Donc j'ai fondé Dagger Trading qui devient maintenant DT Expert cette année, il y a 4 ans. Et on a lancé 2 services. Il y a récemment un service sur le Forex justement, DT Forex, et DT Turbo qui existe maintenant depuis bientôt 4 ans. Alors, le thème du jour aujourd'hui, c'est donc trader les overlaps et comment donc utiliser de façon optimale l'un des niveaux les plus forts en termes d'analyse technique pour spéculer ou gérer son portefeuille. Petite introduction pour me présenter un peu davantage. Donc moi je suis né, comme je dis, dans l'analyse technique, hein, c'est-à-dire que j'ai tout de suite été formé à la partie graphique, contrairement à d'autres analystes qui parfois ont pu passer par une analyse fondamentale. C'est quand même important de le souligner parce que pour moi, l'analyse technique doit absolument rester un complément à l'analyse fondamentale et non pas être biaisé d'une manière ou d'une autre, puisque l'utilité propre de l'analyse technique, c'est de venir appuyer ou non une vision graphique sur un cours d'un sous-jacent en particulier. Alors la vision qu'on a chez Dagger Trading de l'analyse technique, de toute façon déjà en bourse, hein, pas de panacée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un un jour vous dit on a la martingale, on a trouvé la panacée, venez chez nous, vous pouvez tout de suite savoir que ce n'est pas vrai. On le sait bien, si une méthode fonctionnait à coup sûr, les autres n'existeraient pas. Donc à chacun d'avoir sa méthode, de l'appliquer et de la confronter au marché. Il y aura toujours des fervents et des détracteurs, quel que soit le type de méthode utilisée, mais un bon mélange, comme je le dis, entre la théorie et la pratique vous permet à terme de savoir quels sont les points forts et les points faibles de votre discipline. Et c'est ce qui compte pour nous avant tout aujourd'hui. Et c'est ce qui doit de toute façon compter en général sur les marchés. Alors, expérience, valeur ajoutée, moi ça fait maintenant plus de 15 ans que je suis derrière les marchés, que je les observe, toujours avec les mêmes croyances et les mêmes méthodes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 15 ans que je regarde des graphiques, que j'applique ma méthodologie en termes d'analyse technique, je n'ai jamais trouvé
à remettre en cause cette discipline. Je me suis jamais dit, bah non, ça marche pas, tu devrais arrêter, c'est pas bon, voilà. Il y a toujours des moments où ça va effectivement ne pas fonctionner, heureusement, mais globalement, ça reste une discipline qui permet d'avoir une vision des marchés très pertinente. Alors, on va commencer à rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. On va faire un rapide aperçu de la théorie héliotiste, qui est une théorie sur laquelle je travaille énormément. Pourquoi un rapide aperçu? Parce qu'il est évident qu'en 1 heure, 3/4 d'heure, on ne va pas avoir le temps de balayer tout ce que cette théorie implique. Donc on va quand même en parler rapidement, parce que c'est quand même de la théorie héliotiste à la base qu'est né le niveau d'overlap. On va voir les principales règles et le schéma de base. On va voir comment utiliser ces outils pour, dans des conditions de marché actuelles, monter des stratégies gagnantes. Et on va voir des exemples concrets ensemble. Tout ce qui va être vu là d'un point de vue théorique dans un premier temps sera mis en application d'un point de vue graphique après. Donc je vous invite effectivement à faire attention à ce qui va être dit pour pouvoir par la suite vous en rendre compte de vous-même sur les graphiques qu'on va observer ensemble. Rapidement aussi, Elliott, c'était un comptable américain qui était en poste durant la crise de 29, la fameuse crise de 29. Et ce comptable a observé des graphiques, en tout genre d'ailleurs, pas que des graphiques boursiers à l'époque, et s'est rendu compte que quel que soit le graphique que vous observiez, il répétait une certaine forme de mouvement de façon assez récurrente. Et Elliott a essayé d'établir une règle définissant ce mouvement. On va voir rapidement le schéma héliotiste de base de cette méthodologie juste après. Les petits plus utiles que je voudrais vous donner en termes d'analyse technique en général. On va voir ensemble aujourd'hui ce qu'on appelle les overlaps, qui sont une forme de pullback, c'est-à-dire des niveaux en fait très forts d'inflexion de marché qui vont jouer tour à tour le rôle de support ou de résistance. Autre chose qui là est valable pour absolument tout type de discipline que vous utilisez, c'est ce qu'on appelle le backtesting. Alors le backtesting, c'est quoi ? On va le voir ensemble plus en détail, mais c'est une façon d'observer dans le passé ce qu'une méthode a pu donner pour savoir si vous pouvez vous y fier dans le présent et donc dans le futur. Et enfin, quelque chose aussi de très important en matière d'analyse technique, c'est la combinaison de points. Donc la combinaison de points, encore une fois comme son nom l'indique, c'est plus un niveau donné va correspondre à différentes méthodologies, différentes théories graphiques et techniques, plus vous allez pouvoir vous y fier. Pourquoi? Parce qu'on parle souvent de l'analyse technique comme un reflet de la psychologie des investisseurs. On se demande si ça marche parce que les gens la regardent ou si les gens la regardent parce que ça marche. Qu'importe. Aujourd'hui, c'est sûr que si vous avez un niveau qui va correspondre à un gap, à la fois à un ratio de Fibonacci, à la fois à un overlap, à la fois peut-être à un bas de canal, ben, vous avez de fortes chances qu'il fonctionne davantage, puisque les gens qui regardent le gap vont regarder ce niveau, les gens qui regardent les ratios vont regarder ce niveau, etc. Plus de gens vont regarder un niveau, plus ils vont s'y fier, plus ils vont avoir un effet boule de neige et faire en sorte que ce niveau finisse par fonctionner. C'est ce qu'on appelle donc la combinaison de points. Alors l'origine de l'overlap, on va le voir ensemble sur ce schéma héliotiste de base pour le comprendre, et après on va voir comment ça s'est étendu par la suite. Donc l'origine de l'overlap est la suivante. Ici, vous avez le schéma héliotiste de base qu'on va suivre ensemble. Elliott disait quoi? Elliott disait globalement que un marché, quand il est dans la tendance, va évoluer en 5 vagues, voilà, qu'on voit ici, ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, et corriger en 3 temps, A, B, C. Ça, c'est le schéma héliotiste de base. Pourquoi de base? Parce qu'il est évident que, à la fois, dans les mouvements de tendance, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des extensions, qui répondent également à des règles héliotistes, ou, et encore plus souvent, dans ce qu'on appelle les phases correctives, là, vous avez des corrections qui peuvent être beaucoup plus complexes. Des corrections qu'on appellera en ABCX, des corrections en flag, des corrections en triangle, etc. Bon. Mais ça reste le schéma de base. Elliott nous a donné, parmi les règles à respecter dans son schéma de base, plusieurs règles, par exemple que la vague 3 ne doit jamais être la plus courte, mais également que la vague 4, que vous voyez ici, là que j'entoure pour vous, ne doit pas enfoncer le haut de la vague 1. C'est ce qu'on appelle l'overlap. Vous tracez, une fois que vous avez fini votre premier mouvement, un niveau horizontal qui va passer par le sommet, donc par la résistance, le sommet de la vague 1. Vous allez attendre que cette résistance soit dépassée, ici, et à partir du moment où vous allez consolider votre troisième vague, que vous voyez là, vous allez rentrer dans la vague 4. Elliott nous dit donc que cette vague 4 ne doit pas enfoncer, donc ce trait rouge ici, qui s'appelle l'overlap, pour que la théorie soit appliquée et que l'overlap soit respecté. On va voir ensemble, de façon très intéressante, comment cette théorie de base peut être étendue
et un petit peu vulgarisé pour faire en sorte d'obtenir des niveaux très forts qui sont effectivement appelés aussi parfois des bornes de polarité. La définition de l'overlap maintenant c'est quoi? Donc on vient de le voir ensemble, la définition théorique qu'on vient de voir c'est il s'agit donc dans un schéma héliotiste traditionnel du niveau de la vague 1, celui-ci ne devant pas être enfoncé par le niveau de la vague 4. Effectivement, c'est la définition propre théorique de l'overlap. Maintenant, l'extension de cette théorie a donné quoi? Après effectivement de nombreuses observations, on a élargi cette définition sans lui enlever de sa valeur, bien au contraire, de la façon suivante. Donc un overlap sera tout type de seuil horizontal qui va être délimité par une forte zone de support ou de résistance, qui viendra par la suite jouer le rôle de niveau d'inflexion du marché, à la hausse comme à la baisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout type de support important qui, une fois enfoncé, va jouer le rôle de résistance, sera un overlap, ou une borne de polarité, et inversement, tout type de résistance qui va jouer le rôle de barrage à l'évolution du marché, une fois qu'elle sera dépassée, va par la suite venir jouer le rôle de support. Alors, le backtesting dont on parlait tout à l'heure est l'overlap. Donc, comment utiliser le backtesting pour connaître la fiabilité d'un overlap selon les cas? Rappelons rapidement ce que c'est que le backtesting. Donc, comme son nom l'indique, de l'anglais back qui signifie arrière et testing donc qui signifie tester, c'est le principe donc de tester en arrière, soit par le passé l'efficacité d'une théorie technique que vous allez envisager. C'est un élément très important de l'analyse technique et l'expérience montre que chaque sous-jacent en effet ne répond pas toujours de la même manière à chaque théorie. Ça veut dire que si certains d'entre vous, par exemple, suivez un indicateur, le RSI, et que vous avez envie de savoir si vous allez pouvoir vous fier au RSI sur tel ou tel sous-jacent, bah regardez par le passé, si par exemple vous prenez une valeur, je sais pas moi, Lafarge, une valeur du CAC, que vous regardez cette valeur régulièrement et que le RSI, à chaque fois qu'il y a une divergence baissière, valide un retournement baissier, vous allez pouvoir vous y fier. Par exemple sur le CAC, sur, je sais pas moi, sur l'eurodoll, vous regardez à chaque fois si dans le passé le RSI a fonctionné, ça veut dire que vous allez pouvoir vous y fier dans le futur. Inversement, si sur un sous-jacent donné, je sais pas, par exemple vous regardez le GBP USD et que sur cette paire vous voyez que le RSI ne fonctionne pas, puisque à chaque fois qu'il y a eu par exemple une divergence sur le RSI, les cours n'ont pas suivi la tendance donnée par le RSI, dans ce cas-là vous allez pouvoir vous dire que c'est peut-être pas un indicateur très pertinent pour ce sous-jacent là. Donc comment backtester un overlap? De la même façon, vous allez prendre un graphique d'un sous-jacent quelconque, comme on va le voir ensemble, et vous allez tracer les seuils horizontaux qui vont passer par des résistances ou des supports importants, et vous allez voir si ces seuils-là ont pu par la suite jouer le rôle inversement de résistance ou de support. Si vous voyez que dans le passé, effectivement, les overlaps ont bien fonctionné, ça veut dire que dans le présent et dans le futur, vous allez pouvoir mettre en place des stratégies basées sur ces niveaux d'overlap. En revanche, si dans le passé les niveaux n'ont absolument pas fonctionné, peut-être faire un tout petit peu plus attention parce que le sous-jacent en question ne répond pas forcément à ce type de théorie. Alors maintenant, optimisation de l'overlap, parce qu'effectivement maintenant qu'on commence à savoir un petit peu plus de quoi il s'agit, comment optimiser ce type de niveau, comment pouvoir s'en servir concrètement, comment en profiter dans une optique analytique ou stratégique, c'est-à-dire en analysant un graphique, tout simplement, ou carrément en essayant d'investir sur un sous-jacent quelconque à travers ces niveaux. L'overlap peut en effet vous aider à trouver un point d'entrée, d'accord? Un overlap peut s'avérer être un très bon point de repère pour trouver des points d'entrée, surtout dans les cas où l'overlap en question aura été maintes fois testé en tant que niveau de support important, par exemple, si vous voulez jouer une stratégie haussière. Comment faire pour trouver le point d'entrée? Eh ben, de manière effectivement relativement confortable, décider d'entrer à l'achat à l'approche du niveau d'overlap, comme on le verra encore concrètement tout à l'heure. Ça peut également vous aider à placer un bon niveau de stop. Vous pouvez en effet vous dire que si vous avez décidé d'intervenir sur un overlap en support pour une stratégie haussière, ou sur un overlap en résistance pour une stratégie baissière, vous pouvez très bien décider de placer un stop qui va être légèrement décalé par rapport à l'overlap en question pour vous autoriser une petite marge de manœuvre, ce qu'on appelle parfois des spikes, ou que les niveaux puissent de temps en temps mordre ce niveau. Ce que je veux dire par là, c'est que le niveau ne va pas forcément fonctionner au centime ou au pip près, si vous êtes sur le Forex. Mais se donner une petite marge de manœuvre pour placer un niveau de stop décalé par rapport à l'overlap. Ça vous permet donc en effet de mettre en place un money management assez intéressant. Maintenant qu'on a rapidement balayé toute la partie théorique, je dis rapidement volontairement parce que je sais que ce qui va vous parler davantage, ça va être l'observation des graphiques qu'on va faire ensemble maintenant. J'ai préparé pour vous une série de graphiques
On va commencer par le Forex, puisque c'est quand même un peu le cœur de notre métier et du métier de FXCM ici. On va regarder aussi les indices. Et puis je vous ai quand même sélectionné quelques actions. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas une chose, c'est qu'en termes d'analyse technique graphique, finalement, tout type de sous-jacent va avoir un graphique qui va répondre aux mêmes théories. En gros, l'analyse technique ne va pas forcément être uniquement applicable à des actions, à du forex, à des indices ou à des matières premières. Elle est applicable à tout type de graphique. Donc il est bon pour vous de vous rendre compte que ce soit sur n'importe quel type de classe d'actifs que vous pouvez en effet retrouver ce type de niveau et voir de quelle manière ces niveaux vont être pertinents de façon concrète, comme on va le voir maintenant tout de suite ensemble. Première partie, donc le forex. Comment j'ai présenté les graphiques sur le Forex pour vous? Je vous ai indiqué en gras, en bleu gras, le niveau d'overlap à l'endroit où on va s'y intéresser, à l'endroit où il fonctionne. Je vous ai quand même tracé en bleu moins gras toute la ligne horizontale pour que vous puissiez bien vous rendre compte comment ce niveau va couper votre graphique en fait en deux parties. Et on va regarder à travers les flèches rouges et vertes les fois où ce niveau a joué le rôle de résistance pour les flèches rouges et de support pour les flèches vertes. On regarde d'abord une paire assez classique en termes d'analyse forex, puisqu'il s'agit du dollar australien face au dollar tout court, dollar américain, donc l'AUD-USD. Qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? Vous voyez qu'ici, on a tracé un niveau horizontal qui était à peu près sur les 0,94, comme vous le voyez là. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que si vous me suivez ici dans ce mouvement, on voit que les cours commencent à monter, d'accord, finissent un fort mouvement de hausse, que je vous entoure ici, puis viennent ici en novembre 2009 taper sur ce niveau des 0,94 une première fois. Les cours donc commencent à corriger, donc mettent déjà ici un terme, vous voyez sur cette correction là, un terme à ce premier mouvement de hausse. Par la suite, nouvelle tentative de hausse, nouvel arrêt sur le même niveau des 0,94 en avril 2010. Rebelote, nouvelle phase de correction, cette fois un peu plus intense que la première, donc vous voyez bien ici, les 3 temps de correction, comme le dit Elliott, et là, on voit que la correction n'a pas donné suite forcément à une reprise baissière, puisque les cours commencent à se reprendre petit à petit, et se reprennent même de façon telle à ce que ce niveau des 0,94 finisse ici par être dépassé. Si on reprenait le graphique ici, à peu près, donc fin 2010, d'accord, et qu'on dépasse ici ce niveau de résistance, on commence à mettre en place notre théorie de l'overlap. C'est-à-dire qu'on a ici tracé un overlap théorique. Je dis bien théorique parce qu'il va falloir voir après, dans le futur, si ce niveau va effectivement jouer son rôle. Et là, on constate quoi? Qu'effectivement, les cours, même quand ils reviennent un petit peu corrigés, finissent par rester au-dessus de ce niveau, vous voyez, on finit par... De là à là, on finit par marquer la fin de ce mouvement haussier. On corrige à nouveau en 3 temps, comme le dit Elliott. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'à la fin de cette correction en 3 temps ici, en 3 vagues assez importantes, eh bien malgré le fait qu'on soit dans une forte correction, les cours décident à nouveau de venir s'appuyer sur ces fameux 0,94 ici en octobre 2011. Donc on voit bien comment ce niveau a tour à tour jouer le rôle de résistance ici, pas de reprise, et finalement le rôle de support ici, et même si on veut être très franc, ici, vous voyez, même si les cours ont rebondi un petit peu au-dessus de l'overlap, mais quand même, on voit que ce niveau a bien tenu le marché à la suite de ce mouvement de correction ici. Donc ça vous donne des points d'entrée très intéressants, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut vous servir pour trouver un point d'entrée à la plus proche de l'overlap, placer un niveau de stop un petit peu en dessous, par exemple par ici, et obtenir un très bon risk-reward, puisque vous risquez pas grand chose à la baisse. En revanche, vous avez un potentiel de hausse ici qui est largement conséquent, puisque on est passé de 0,94 à vue d'œil 1,08 sur entre 1,07 et 1,08 sur cette paire là. Donc on voit ici dans un premier exemple, et j'espère que vous saisissez bien ce que je suis en train de vous dire, que ces niveaux là sont des niveaux très forts qui permettent de mettre des stratégies en place. Et si on veut même pousser un peu plus loin, vous voyez ici par exemple qu'une fois qu'on est repassé en dessous, vous voyez que ce niveau est venu à nouveau jouer le rôle de résistance dans toute cette zone là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 0,94 seront un niveau qui sera intéressant de surveiller à l'avenir, si jamais cette paire-là devait se reprendre à la hausse, gardez ça en tête. Et j'ouvre ici une dernière parenthèse avant de passer au graphe suivant, puisque je ne vais pas me répéter sur chaque graphique. L'overlap fait aussi appel, comme tout type finalement de théorie technique, à ce qu'on appelle la mémoire du marché. Les gens se souviennent de ce niveau de résistance, et finalement, une fois qu'il est dépassé, s'en souviennent à l'inverse pour s'en servir en termes de support.
Second graphique, l'euro GBP, donc encore une fois une paire majeure, hein, une des paires mondiales les plus traitées, donc l'euro face à la livre anglaise. Qu'est-ce qu'on voit ici? Je vous ai de temps en temps malgré tout tracé d'autres types de théories graphiques qui peuvent être intéressantes. Là notamment on voit bien que cette paire est vraiment enfermée dans un canal baissier, là qu'on voit bien là depuis allez, on va dire août à peu près, depuis août 2013 hein, jusqu'à aujourd'hui, les cours évoluent à la baisse dans ce canal. Mais nous, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est cet overlap là que je vous ai tracé sur les 0,84. Qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement que ce niveau, à l'inverse de la fois précédente, avait joué le rôle de support, ici et là, comme vous le voyez, hein, là et puis là, donc pratiquement à 3 reprises, courant 2013. Une fois que ce niveau de support là a fini par être enfoncé véritablement dans ce mouvement de baisse là qui a été dessiné sous forme de biseau, on voit que les cours, une fois qu'ils rebondissent, donc que ce mouvement là est terminé, décident de venir à 2 reprises se servir de ce niveau de mai 2013 de support comme zone de résistance ici. Là, en mars 2014, vous voyez comment la paire est venue buter. Donc ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que quelqu'un qui suit cette théorie de l'overlap sur cette paire-là aurait très bien pu ici, à nouveau, passer baissier en euros et pardon, baissier en euros et haussier en GBP à partir de ce niveau-là. Vous voyez quand même que ça vous a donné des points d'entrée très intéressants puisque depuis la paire n'a cessé de baisser pour rester à l'intérieur de son canal. Donc là encore, une nouvelle fois, nous avons vu un deuxième exemple d'overlap assez frappant qui montre comment ces niveaux-là peuvent vous permettre de mettre en place des stratégies intéressantes. On continue, on est parti sur notre lancée, on continue sur la partie Forex. Là on s'intéresse à une paire un petit peu moins majeure, mais quand même une paire toujours intéressante, une paire européenne, justement européenne hors zone euro, puisque c'est la paire qui va comparer la livre anglaise à la couronne suédoise, donc le GBP SEK, qu'on voit ici. Qu'est-ce qu'on voit ici sur cette paire-là? On voit d'abord que depuis mars 2013, la paire en question évolue dans un mouvement haussier assez clair, assez prononcé, donc en faveur du GBP face à la couronne suédoise. Qu'est-ce qu'on voit également? On voit ici qu'après un premier mouvement de hausse, là, en mars 2013, on a trouvé une zone de résistance intéressante. Pourquoi intéressante? Parce qu'elle a mis terme à cette phase de hausse, mais que ici, 1, 2, 3, pratiquement 5 fois, elle est venue arrêter le marché avant de finir par être dépassée ici. Donc à partir du moment où elle est dépassée, rebelote, on envisage un overlap qui est très précisément sur les 10,485, un 10,5 à peu près. Et qu'est-ce qu'on remarque? Que effectivement, une fois que cette zone a été dépassée, les cours sont venus s'appuyer ici, vous le voyez très nettement en termes de support. Là, quand je dis très nettement, c'est-à-dire qu'on est pratiquement au pic près, exactement au même niveau. Donc, zone d'achat intéressante. Rebelote ici à nouveau. Cette zone-là qui avait joué le rôle de résistance, qui a fait cette fois sur les 10,95, une fois dépassée ici, est venue à, je sais pas, ici peut-être à une dizaine de reprises, jouer le rôle de support, puisque les cours sont venus s'arrêter ici dans ce petit cercle bleu dessus et reprendre une nouvelle impulsion. Voilà. Ça veut dire quoi si on veut pousser la théorie? Ça veut dire que si on veut voir si un jour cette paire commence à corriger, on va tracer quoi? On va tracer une borne horizontale qui va passer à peu près entre ces deux niveaux-là, ici, qui va être donc autour des 11,8, et ça sera notre nouveau repère de support à l'avenir pour voir si on va pouvoir effectivement envisager un nouvel overlap pour initier une stratégie haussière sur le GBP SEK. La paire suivante, pour le coup, encore une paire majeure mondiale, puisqu'il s'agit du GBP USD, donc la livre anglaise contre le dollar américain, et là encore, j'allais dire de façon encore plus pertinente peut-être, en tout cas visuellement, regardez cette zone-là que je vous ai tracée sur les à peu près 1,71, on voit comment cette zone a joué son rôle de façon très flagrante. Ici, à 3-4 reprises, même si j'avais dessiné toutes les flèches rouges, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, à 5 reprises, là, courant 80, on va dire entre 96 et 99, à 5 reprises, les cours sont venus buter sur cette zone des 1,71. Suite à quoi ils ont corrigé, ici vous le voyez très nettement, avant de repartir à la hausse. Ici, ils ont décidé de dépasser assez nettement, hein, vous le voyez comme souvent, cette zone. Donc, overlap potentiel. Qu'est-ce qui se passe? Je vous mens pas, hein, vous regardez, c'est visuel, je pense que
même, j'allais dire, quelqu'un de novice qui serait complètement débutant en matière d'analyse graphique peut s'en rendre compte, puisque c'est visuel. Il suffit de tracer cette zone horizontale et de voir que cette zone-là, qui avait effectivement à 5 reprises joué le rôle de résistance, est venue ici à 1, 2, 3, 4 reprises sur cette flèche verte, jouer le rôle de support. Donc ici, encore une fois, une zone d'achat très intéressante. Pourquoi une zone d'achat intéressante, me direz-vous? Pourquoi est-ce qu'ici, par exemple, on n'avait pas une zone d'achat intéressante? Pourquoi est-ce qu'ici, on s'était pas dit, tiens, effectivement, Marc Daguerre nous parle de l'overlap, on a monté, on commence à corriger. Donc oui, absolument, ici aussi, vous aviez une zone d'achat intéressante. Pourquoi? Parce que vous aviez eu raison ici, et là, vous avez tort. Mais vous avez tort, et vous savez très rapidement quand est-ce que vous allez avoir tort. Et je vais même aller plus loin, ce qui sera très intéressant de remarquer, lorsque vous avez des niveaux en analyse technique qui sont des niveaux forts, n'hésitez pas, lorsque ces niveaux sont amenés à flancher, dans un sens ou dans l'autre, à initier une position inverse, puisque j'allais dire la deuxième valeur ajoutée de l'overlap, c'est que si l'overlap cède, il va pas céder un petit peu, il va céder franchement. Donc ça veut dire que, comme vous le voyez là, vous pouvez très bien, si vous aviez mis votre niveau de stop ici, donc vous avez perdu 2, ou vous avez initié une position acheteuse ici, vous êtes sorti là, et vous avez inversé votre position. Donc en fait, vous avez perdu de là à là, mais vous avez gagné de là à, allez, si vous êtes très fort, à là, mais bon, disons de là jusqu'à à peu près là pour jouer les anciens bottoms ici. Donc vous voyez quand même que vous seriez gagnant. Donc c'est vraiment des niveaux qui vous permettent de mettre en place des stratégies très intéressantes. Ce que je vous dis là, c'est que ça vous permet de repérer un money management intelligent. Ensuite, regardez, depuis, puisque aujourd'hui on en est toujours au même stade, eh bien les cours sont revenus, butés, une première fois, voire presque une deuxième fois ici, sur ce niveau des 1,71, et par la suite encore ici, après une impulsion haussière quand même un peu plus marquée, à nouveau, regardez comment ils sont venus buter à 3 ou 4 reprises ici sur ces 1,71, avant de s'effondrer totalement à la baisse, pour aujourd'hui tourner autour des 1,51. Donc vous voyez bien, encore une fois ici, que ce niveau d'overlap qu'on voit de façon très visuelle est effectivement très pertinent pour initier des stratégies d'achat ou de vente sur tout type de sous-jacent. On continue notre petit tour d'horizon des paires sur le Forex, et on attaque cette fois la comparaison de 2 dollars, le dollar néo-zélandais face au dollar canadien, donc le NZD CAD. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit bien à nouveau des paliers successifs d'overlap très intéressants. Donc je pars de février 2009 avec vous, je finis mon premier mouvement de hausse, je bute sur les 0,8, je consolide, mais je ne me retourne pas à la baisse, je consolide fortement, mais je ne me retourne pas à la baisse, je remonte à nouveau et rebelote, je bute à nouveau sur les 0,8, je consolide à nouveau, je ne me retourne pas à la baisse, vous voyez toujours ces vagues de consolidation en 3 temps, comme le dit Elliott, je remonte à nouveau, et cette fois, après petite hésitation malgré tout, je décide de passer au-dessus de ce niveau. Là, je vous accorde une petite exception, parce qu'il faut être très honnête, vous voyez bien qu'ici, là, l'overlap a mordu, d'accord, mais parce que vous le voyez bien, ici, on n'était pas dans la tendance, on était dans une phase correctrice. En revanche, quand on a repris sérieusement la tendance, ici, qu'on est sorti de cette phase de temporisation, la paire est venue à nouveau, après une correction, s'appuyer à 2 reprises, voire même presque 4 reprises ici, sur cette borne des 0,8 pour s'en servir ici, en guise de support. Et là, rebelote, position acheteuse initiée assez intéressante, et à nouveau, mouvement de hausse intéressant qui va nous permettre d'aller jusqu'au prochain overlap qui était cette fois sur les 0,87 ici, zone de résistance dépassée, voilà, mars 2014, plus haut sur la paire actuelle, phase de consolidation après ce mouvement de hausse que je vous entoure ici, et regardez, si c'est pas presque miraculeux, regardez à quel niveau ici, à 4 reprises, on a décidé de venir rebondir pour repartir pour l'instant dans un biais haussier. Eh bien oui, l'overlap des 0,87 qui avait marqué ici la fin d'un mouvement haussier, donc une nouvelle résistance, voilà. Nouvelle paire sur le Forex, je pense, avant d'attaquer les indices et les actions dans un premier temps. Là encore, de façon très propre, on regarde donc le dollar américain face au dollar canadien, donc on est en Amérique du Nord, et on compare ces deux monnaies. Et qu'est-ce qu'on voit? On part en juillet 2011, moment où le dollar se reprend face au dollar canadien, et que se passe-t-il? Eh bien le dollar monte ici, une première fois, finit son mouvement de hausse là, vous voyez, et donc commence à buter sur cette zone qui est sur les 1,062 très précisément.
On commence ici à avoir une phase de correction quand même assez importante, hein, puisqu'on est revenu quand même relativement bas, mais on n'a pas inversé la tendance, on n'est pas reparti réellement à la baisse, on n'a pas fait de nouveau plus bas, et on décide à nouveau de reprendre un petit élan haussier, rebelote, on vient buter à nouveau sur cette zone d'overlap, 1,062, une fois, une seconde fois, donc là cet overlap commence à prendre du cachet, hein, à devenir de plus en plus intéressant, et effectivement, au moment où les cours décident à passer au-dessus de ce niveau, qu'est-ce qu'on constate par la suite? Et vous voyez à chaque fois comment il y a une petite hésitation quand même, et une fois qu'on a franchement dépassé ce niveau, et qu'on finit donc ce mouvement haussier, là, que je vous entoure ici, regardez, on commence à corriger, rebelote, exactement sur les 1,062, à 2-3 reprises ici, on a décidé de venir s'appuyer en support sur cette zone qui était une ancienne zone de résistance comme on le voit ici. Donc j'espère que vous avez bien vu déjà dans un premier temps sur toutes ces paires qu'on a abordées ensemble comment les overlaps pouvaient fonctionner. Maintenant nous allons étendre ces niveaux-là et on va commencer à s'intéresser aux indices. Donc le CAC 40 évidemment, l'indice de référence français que tout le monde suit. Et là vous le voyez, hein, de façon très visuelle, je vous ai tracé des overlaps brut uniquement sur tous ces traits bleus. Donc ça veut dire quoi? On va regarder ensemble. On part ensemble de septembre 2010, de septembre 2000, donc fameuse bulle internet, etc. Grand retournement des marchés en général sur les indices, actions. Et regardez qu'est-ce qui se passe. On finit ici un premier mouvement de baisse. Vous voyez, on le voit ensemble. Là, je vous le dessine. Et on trouve un point d'appui, d'accord, qui nous permet de rebondir et de finir donc cette première baisse ici. On commence à consolider, on s'appuie à nouveau sur ce même niveau pour faire un petit rebond, et là, on flanche et on enfonce cette zone de support. Donc cette zone de support, ici, a cédé. On trouve un nouveau point bas ici, d'accord? Et à partir de ce point bas, on se reprend nettement, c'est-à-dire qu'on finit ce second mouvement haussier. Regardez là, de façon, j'allais dire, c'est pratiquement du travail d'orfèvre, hein, comme on dit dans notre jargon de temps en temps. Regardez comment ici, on est venu s'arrêter à 1, 2, 3, 4, 5 reprises de façon très nette sur ce niveau-là, hein, qui était au-dessous des 5000 points. Donc le CAC a trouvé une forte résistance sur cet ancien niveau de support. Rebelote une deuxième fois dans la baisse, on termine donc ce mouvement de baisse, on trace ici une borne horizontale. Une fois que cette borne est enfoncée, vous voyez comment ici les cours sont venus buter sur cette même zone. Ce qui est valable en termes d'analyse technique dans une tendance baissière reste pratiquement tout le temps valable dans une tendance haussière puisque c'est symétrique, toutes choses égales par ailleurs. On part en mars 2003, on trouve un nouveau bottom, hein, on s'en souvient tous, et on repart à la hausse, et regardez, ici on trouve une première résistance, une fois qu'on l'a dépassée, une, deux fois, on vient s'appuyer dessus. Nouveau mouvement, résistance, on la dépasse, paf, ici on vient s'appuyer dessus. Ici, borne de polarité, résistance, résistance, support, support, hop, résistance. À la baisse, dans cette fameuse entre guillemets bien sûr, nouvelle chute violente des marchés qui a eu lieu depuis l'été 2007, initiée avec la crise du subprime, et là je ne sais pas si vous vous souvenez tous ces événements majeurs qui ont bousculé la manne financière, la faillite de Lehman Brothers, l'affaire Fannie Mae et tout ce qui en est suivi avec même Merrill Lynch qui a été sauvé par Bank of America, tout ça. Donc on voit bien ici que même dans la baisse, à nouveau, les overlaps ont joué leur rôle à 2 reprises. Bon. Depuis sur le CAC, qu'est-ce qu'on a pu constater? On a eu effectivement une forte zone de résistance là qui avait arrêté le marché entre 2009 et 2012 qui était située autour des 4100. Hein, donc on voit ici comment les cours sont venus s'arrêter une, deux fois ici à nouveau et comment ils sont venus par la suite à 3-4 reprises s'appuyer dessus. Bon, il est évident qu'aujourd'hui, cet overlap des 4100 n'est plus trop valable puisqu'on est passé à 3008 et qu'on est repassé au-dessus. Mais vous voyez quand même que, globalement, il a quand même très bien joué son rôle pendant plusieurs années. De la même manière, je ne sais pas si vous vous souvenez, en tout cas ceux qui me suivent ne peuvent pas ne pas s'en souvenir puisqu'il y a un overlap très fort qui est aujourd'hui toujours valable, que je vous invite à surveiller sur le CAC à l'avenir si le CAC devait repartir à la baisse, c'est le niveau des 3006, hein, 3006 qui avait joué le rôle de résistance à 2 reprises qu'on voit très bien ici, là et là, et qui par la suite avait joué le rôle de façon parfois, encore une fois, très précise de support à 5 reprises exactement, je m'en souviens très bien. Donc à 5 reprises, le CAC est venu rebondir sur cette zone des 3006, y compris au moment où on pensait, je me souviens très bien sur cette vague de baisse là, on pensait vraiment, ça y est, que le retournement baissier que beaucoup craignaient allait intervenir. Eh bien non, même après cette phase de baisse là, où le CAC est venu perdre 500 points d'une traite, il a quand même trouvé le moyen de s'appuyer sur sa bande d'overlap pour rebondir à nouveau.
Regardons maintenant ensemble un autre indice avant de passer aux actions et à la mise en pratique. Donc l'autre indice en question, c'est l'Eurostoxx, donc le cousin du CAC 40, l'Eurostoxx 50 qui regroupe donc les 50 sociétés européennes les plus importantes cotées en euros. Beaucoup, je dis le cousin du CAC 40 parce qu'il y a une bonne moitié, j'allais dire, je pense une bonne vingtaine en tout cas de valeurs du CAC à l'intérieur de cet indice, qui est composé essentiellement de valeurs françaises et allemandes, et quelques valeurs espagnoles, je pense qu'il doit y avoir une valeur finlandaise, bref, et des valeurs hollandaises. Donc qu'est-ce qu'on voit sur cet Eurostoxx? De la même façon que sur le CAC, vous voyez bien ici avec les flèches vertes puis rouges, des niveaux horizontaux qui ont joué tour à tour le rôle de support puis de résistance à la baisse. Support, résistance, ici et là. Par la suite à la hausse, résistance, support, je monte, résistance, support, rebelote à la baisse, support, résistance, support, résistance. On voit bien ici, de la même manière que sur le CAC, sur les 4100, ici qu'on avait une zone assez intéressante sur l'Eurostoxx. Nous allons donc maintenant passer à quelques actions que j'ai sélectionnées pour vous. Ces actions, on va les regarder ensemble un peu plus rapidement parce que je sais que c'est pas forcément le cœur de métier qui nous intéresse aujourd'hui, mais regardons uniquement d'un point de vue, j'allais dire, intellectuel et graphique. On voit bien, par exemple, sur une action comme Air Liquide, une action assez solide qu'on appelle souvent une action de bon père de famille, de fonds de portefeuille défensif. Regardez ici comment Air Liquide répond bien aux overlaps. Vous voyez bien là, ici, deux zones de résistance qui, une fois dépassées, sont venues même longtemps après. Donc notion de mémoire du marché, puisqu'on était ici en 2003, en 2009, donc 6 ans après, les cours sont venus quand même rebondir sur cette zone-là. Rebelote ici, vous voyez deux fois la résistance ici qui est venue jouer le rôle deux fois de support ici, même 3 fois la résistance à nouveau ici. Donc on peut dessiner là, dans une tendance haussière comme ça, des paliers en fait. On voit ici un premier palier, un second là, un troisième là, qui vont tour à tour emboîter. Voilà, enfermer les cours dans des espèces de boîtes comme ça, parallèles, qui vont à chaque fois donner une nouvelle impulsion haussière. Donc là, on arrive sur Air Liquide, sur des niveaux à surveiller assez intéressants, puisqu'on arrive à la fois sur une résistance ici en wedge que je vous ai dessiné en pointillé, sur la borne supérieure d'un canal très important. Donc commencez à faire attention à cette valeur, à savoir est-ce qu'on ne serait pas sur des niveaux de fin qu'on appelle un peu topish, c'est-à-dire de retournement baissier possible, en tout cas de correction importante possible. Après Air Liquide, on regarde Airbus, donc Airbus Group qui est l'ancien EADS, je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas. Regardez ici également, donc zone de polarité ici, support, paf, résistance, 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 support, support. Bon. Et après, à partir de mars 2009, donc dans toute cette hausse qui a eu lieu jusqu'en janvier 2014, donc jusqu'à l'année dernière, regardez comment les overlaps fonctionnent très bien sur ce type de valeur. Regardez ici notamment, même là j'ai oublié de vous mettre une flèche verte ici, mais regardez ici, cette résistance-là qui est venue jouer le rôle 3 fois de support. Je me souviens, moi j'étais à l'époque, je crois que c'était la période du salon actionnariat, j'étais en train de faire une présentation en direct et je me souviens très bien que des gens s'interrogeaient sur un retournement baissier de ADS, à qui j'avais dit, EADS à l'époque, attention, tant que cette zone d'overlap tient, méfiez-vous et regardez comme on avait raison, puisque les cours sont venus à nouveau rebondir. Et là, on est sur des zones d'overlap très intéressantes, puisque on voit que autour des 40 €, les cours tiennent bien à la hausse et pour l'instant maintiennent leur tendance haussière à l'intérieur de ce grand canal que je vous ai dessiné également. Voilà. Donc encore une fois, sur EADS, des niveaux qu'on voit de façon très pertinente, très efficace. Ici, encore quelque chose de très intéressant sur cette valeur Alcatel. Donc Alcatel-Lucent qui est revenu, qui a retrouvé sa place dans le CAC récemment. Alcatel qui est une valeur aussi très volatile, connue pour sa volatilité très forte. Une valeur qui peut prendre 5 à 10% et les perdre assez rapidement. Donc on voit bien ici aussi que sur cette valeur, on a plusieurs choses. Donc cette borne-là qui était autour des 2 € de mémoire, qui est une borne de mémoire de marché très importante, puisqu'elle date de septembre 2002. Vous voyez comment elle a joué le rôle d'inflexion dans un sens ou dans l'autre à plusieurs reprises. On voit bien que cette borne coupe vraiment le graphe en deux parties. On a autre chose d'intéressant aussi. Vous voyez jusqu'à ici rebondir récemment sur cette borne. C'est quand même très intéressant de voir ça. Ah, pardon, excusez-moi, je vais passer au graphe suivant, c'est de ma faute. On voit quoi d'autre également ici? On voit ce canal que je vous ai tracé en bleu ciel, qui est très intéressant puisqu'on arrive effectivement sur la borne supérieure de ce canal. Donc encore une fois, Alcatel en joue en phase de test de niveau technique assez intéressant. ArcelorMittal, là encore quelque chose que je trouve assez pertinent à regarder ensemble. Pourquoi? En dehors des overlaps que vous voyez ici,
Overlap ici, donc zone de résistance support, zone de résistance, borne de polarité qu'on voit très clairement ici. On a aussi cette espèce de grand triangle là qui avait enfermé les cours de façon très nette comme on le voit ici. Donc les cours étaient étranglés de plus en plus et on finit en octobre 2013 par sortir de cette zone là. Et aujourd'hui commence à revenir sur ce qu'on appelle des supports en pullback assez intéressants. Donc encore une fois, surveillez Arcelor parce que, pourquoi? Toute cassure de ce niveau pourrait engendrer une position baissière intéressante. A l'inverse, tout rebond sur ce niveau pourrait engendrer une position haussière intéressante. Repartons dans les overlaps à proprement parler sur AXA, hein, donc encore une grosse valeur du CAC 40, on voit bien, hein, là je vous les ai mis en bleu gras, vous le voyez de vous-même maintenant, hein, j'imagine, hein, résistance support, support résistance à la baisse, résistance support à la hausse, etc. etc. Donc encore une fois, AXA, là aussi, qui joue le rôle qui répond bien pardon, aux overlaps et qui arrive en plus, vous voyez ici, à nouveau sur une zone de résistance assez intéressante, donc à surveiller de près également. Saint-Gobain, qui sera la dernière action du CAC, je pense qu'on va regarder ensemble. Saint-Gobain, là encore, c'est pratiquement magique. Regardez cette hausse qui ressemble un petit peu à la hausse qu'on avait sur Airbus tout à l'heure, avec des overlaps qui marchent pratiquement à 100%, à part celui-là que j'ai pas tracé du coup, c'est le seul qui n'aurait pas fonctionné, mais regardez tous les autres, comment ils vous permettaient de gérer la hausse sur Saint-Gobain entre octobre 2002 et juillet 2007. Hein. Donc quasiment pendant 5 ans, vous pouviez jouer les overlaps tranquillement. Voilà. Et là, ici, à nouveau, des bornes assez intéressantes qu'il faut surveiller, notamment celle-ci, puisqu'on est en train de la tester, là, en plein milieu. Vous voyez, on est en plein dedans, hein, résistance, support. Donc, à suivre. Si on casse cette zone, il y a de fortes chances qu'on revienne sur celle-là, donc plutôt initier des positions baissières. En revanche, si on arrive à la dépasser, éventuellement, pensez à des positions haussières. Donc maintenant qu'on a regardé tout ça ensemble, pardon, dernière action que je vous ai sélectionnée, encore une fois très intéressante, une action américaine, mais une action qui parle évidemment à tout le monde puisqu'il s'agit de McDonald's. Vous voyez bien ici, hein, que même sur du très long terme, entre novembre 99, pour revenir ici pratiquement en 2007-2008, donc pratiquement sur, allez, 10 ans, on voit que des niveaux comme ça de résistance sont venus jouer le rôle de support ici, de façon très très marquée. Et à nouveau ici, 3 fois de résistance, support, à nouveau ici, résistance, support, support, et là, on est à nouveau dans cette boîte que je vous appelle là. On a trouvé 2 bornes ici très intéressantes. Donc le prochain overlap qui sera potentiellement à jouer sera celui-là. Mais il faut d'abord attendre évidemment que ce niveau-là soit dépassé pour après pouvoir l'envisager. Donc là on voit très concrètement comment mettre en pratique dans le présent, hein, pas seulement en regardant le passé, ce genre de niveau. Alors, overlap en tirer profit. Donc comment profiter d'un effet de retournement ou pas en s'appuyant sur un overlap. Que faire si l'overlap cède, comme je vous l'ai dit tout à l'heure? Justement, lorsqu'un fort niveau d'overlap finit par céder, le choix de s'en servir en pullback devient pertinent. C'est-à-dire qu'une fois que l'overlap cède, pourquoi ne pas initier ce qu'on appelle une position inverse, puisqu'on sait qu'on va bénéficier d'un bon potentiel. Et exemple est mis en pratique. Donc on va regarder ensemble les graphiques suivants, et on va regarder comment pouvoir tirer profit de la force de ce niveau, en mettant en place des stratégies de money management qui vont être pertinentes, en vertu notamment d'un ratio risk-reward, donc risk-reward, risque-rendement optimal. On va regarder ça ensemble. D'abord, une paire Forex qui va comparer cette fois le dollar américain au dollar singapouri, donc de Singapour. Qu'est-ce qu'on voit ici? Et pourquoi je voulais sélectionner dans ce que j'appelle la mise en application? Parce que là, pour le coup, c'est quelque chose qu'on peut jouer au jour d'aujourd'hui. On est effectivement en train de tester aujourd'hui un overlap sur les 1,3456, exactement, assez intéressant, qui pourrait effectivement jouer le rôle de résistance et vous permettre d'initier des positions baissières sur cette paire-là. Autre niveau d'overlap intéressant sur une action par exemple, on est sur BNP Paribas, on voit ici une borne de polarité très intéressante, et on voit ici, à la hausse, que on est en plein test, ici sur ces 2 flèches vertes, à la fois d'une borne d'overlap intéressante, et à la fois de la borne basse du canal que je vous ai tracé ici en bleu. Là encore, mise en application directe, pourquoi ne pas tenter des positions haussières sur BNP sur ces niveaux, quitte à couper très rapidement si on devait enfoncer le canal et inverser de sa position, puisque si on enfonce ce niveau, il y a de fortes chances qu'on revienne au moins jusqu'ici. Vous voyez, là encore, c'est ce que j'appelle des stratégies de money management très pertinentes. Carrefour, donc valeur de grande distribution. J'ai regardé, parce que les graphiques, comme vous le voyez, que je vous ai préparé, avant-hier. Donc j'ai regardé aujourd'hui ce que faisait la valeur consolide. Donc on voit bien ici que cette zone-là, à la fois qui correspond à cette bande de polarité-là, mais plus encore à ce large canal en place depuis novembre 99, on voit à nouveau que on arrive sur des zones de résistance intéressantes sur Carrefour aujourd'hui.
Alors Hermès, sur laquelle je suis moi-même aujourd'hui investi, donc c'est pour vous dire que on met en application réellement chez nous les théories qu'on vous présente aujourd'hui. Donc Hermès répond très fortement aux overlaps, comme vous le voyez à l'image de EADS, donc Airbus, ou de Saint-Gobain. Vous voyez ici dans la hausse comment cette valeur a régulièrement venu trouver un point d'appui sur ces anciennes zones de résistance. Là, ici, si on faisait un zoom sur cette partie-là, qu'est-ce qui m'a intéressé, c'est de voir que cette zone de forte résistance-là a été dépassée et qu'il y a, je l'espère encore aujourd'hui, malgré la consolidation actuelle, une chance que Hermès décide de rebondir sur cette zone pour repartir encore une fois à la hausse. Donc valeur du domaine du luxe, défensive assez solide. Dernier exemple, me semble-t-il, oui, dernier exemple, et après je vous laisserai, je passerai la parole à Nicolas, et on vous prendra quelques questions qui nous sembleront intéressantes à suivre ensemble. Donc dernier exemple, une valeur là, plus grande capitalisation mondiale aujourd'hui, il s'agit d'Apple, donc une valeur que je ne présente plus, hein, tout le monde la connaît, mais regardez comment même un titre comme Apple va venir répondre à ce type de niveau, puisque vous le voyez bien là ensemble, depuis pratiquement décembre 97, jouer les overlaps sur Apple s'avérait être une stratégie intéressante, puisqu'à chaque fois que les cours sont venus buter sur une résistance, pratiquement, ils sont venus par la suite s'en servir comme zone de support. Regardez ici, sommet sur Apple, donc résistance, support. Nouveau sommet sur Apple, résistance, paf, support, support. Nouveau double sommet ici, ce qu'on appelle un double top sur Apple, hop, résistance, support, support, support à 3 reprises. Résistance ici, support, et là, on est à nouveau, encore, à l'image d'Hermès, en train de tester une dernière zone d'ancienne résistance en guise de support. Donc encore une fois, une mise en application concrète et directe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez Dagger Trading, on pense qu'il est bon de se positionner. Et d'ailleurs, comme sur Hermès, on est positionné sur Apple à la hausse, parce qu'on pense en effet que cette borne-là va jouer le rôle de support intéressant. Voilà. Donc pour la partie graphique, on a terminé. Conclusion maintenant. Donc, comme on l'a vu ensemble, donc l'overlap c'est un point qui peut s'avérer parfois très efficace en termes de gestion de trading qui va être basé sur l'analyse technique. Comment faire? Donc mes petits conseils, comment procéder? D'abord, apprenez à vous familiariser avec ces overlaps, c'est-à-dire regardez vos graphiques, tracez des niveaux horizontaux un peu partout, à chaque fois que vous voyez une résistance ou un support important, et voyez si ces niveaux-là ont joué un rôle de support ou de résistance à d'autres endroits sur votre graphique pour vous dire si vous pouvez vous y fier ou pas. Essayez de déterminer, de différencier les overlaps dans leur alternance, c'est-à-dire quand est-ce qu'ils vont pouvoir jouer le rôle de support et de résistance. Ça aussi c'est assez important pour ne pas vous tromper ou vous prendre parfois ce qu'on appelle des portes de saloon. Apprenez également à backtester des sous-jacents afin de reconnaître s'ils sont réactifs à ce type de niveau. Donc backtester, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, regardez si dans le passé ils ont bien répondu pour voir si vous allez pouvoir vous y fier dans le futur. Enfin, déterminer un choix de stratégie intéressant, acheter ou vendre sur un prochain overlap, que vous soyez dans un sens ou dans l'autre. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, trouver un bon point d'entrée, de sortie ou un niveau de stop judicieux en fonction de l'approche à ce type de niveau. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous ai mis ici les moyens pour nous contacter nous directement. Info @ Dagger Trading, le mail, le téléphone et nos deux sites, puisqu'on lance DT Expert cette année ainsi que DT Forex, d'ailleurs en partenariat avec FXCM. Je vais passer la parole à Nicolas et nous allons prendre quelques questions pour voir si vous avez des éclaircissements quelconques à avoir sur ce type de niveau qu'on a abordé ensemble aujourd'hui. Je crois qu'on va pouvoir directement passer aux questions-réponses. Tu peux les voir ici sur la droite du graphique. Très bien. Sélectionne donc. Alors, je vais répondre déjà à Camille qui nous demande une question effectivement assez intéressante. Est-ce que les overlaps fonctionnent sur des graphiques court terme, H4, H1, donc sur du 4 heures, 1 heure? J'aurais tendance à dire oui, puisque très souvent, à part certaines, évidemment, les gaps, c'est pas la même chose. Lorsque vous regardez des gaps en 1 minute et des gaps en hebdo, bon, un gap en hebdo, vous allez en avoir un tous les 15 ans peut-être, un gap en 1 minute, vous allez en avoir de façon récurrente. Donc ce n'est pas applicable, quelle que soit la théorie que vous regardez ou les points que vous regardez. En revanche, les overlaps fonctionnent de façon assez pertinente à court terme comme à moyen long terme, mais je pense quand même, soyons honnêtes, qu'à très court terme, c'est peut-être des niveaux qui sont un tout petit peu moins efficaces que sur du daily, voire même entre 1 heure et 4 heures, mais peut-être qu'en dessous d'1 heure, on commence à perdre un petit peu d'efficacité. Alors, pour que l'overlap fonctionne, me demande Jean-Luc, de façon optimale, faut-il au minimum 1, 2 ou 3 points sur les pics ou les creux précédents? Encore une fois, une bonne question. Comme je vous l'ai dit, quand je parlais de combinaison de points, plus
vous allez avoir soit de pic ou de top ou de bottom, plus effectivement l'overlap a des chances d'être pertinent. Mais on l'a vu ensemble sur certains exemples, que parfois une simple résistance, comme on l'a vu sur Apple, pouvait jouer par la suite le rôle de support. Qu'est-ce qui va vous permettre alors d'avoir une confiance? Ça va être le backtesting par exemple, ou parfois également la force de cette résistance, comme on l'a vu par exemple sur McDonald's, on a vu ou sur le CAC même d'ailleurs à certains niveaux, que lorsque ce niveau-là a joué un rôle important derrière de correction, une fois qu'il est dépassé par la suite, dans une tendance haussière, il y a des chances qu'il joue le rôle de support. Laurent nous dit: bonjour, tous vos graphes sont en daily. Est-ce que cela est un hasard ou est-ce que c'est le bon Alors oui, alors comme ça rebondit un peu sur la question de Camille, donc je pense que j'ai déjà à moitié répondu. Mes graphes sont en daily, mais ils ne sont pas tous zoomés de la même façon. Hein. J'aurais très bien pu vous mettre des graphes hebdo ou des graphes en 3-4 heures. Donc ce n'est pas du tout volontaire ou quoi que ce soit, c'était juste parce que j'ai trouvé les graphiques les plus parlants, mais vous pouvez avoir exactement le même type de graphique sur des graphes horaires. Ça m'est même arrivé de trouver de bons overlaps sur des graphes 10 minutes, 30 minutes. Hein. Maintenant, de façon globale, entre du 1 heure jusqu'à du hebdo, c'est des niveaux qui fonctionnent effectivement très bien. Lorsqu'on teste un niveau d'overlap prédéterminé, à partir de quels critères considérez-vous que le niveau a cédé ou pas? Voilà, alors ça je vous l'ai dit tout à l'heure, essayez de vous permettre une petite marge de manœuvre, c'est-à-dire pour éviter un spike notamment. Prenons l'exemple du CAC sur les 3006. On se souvient de ce niveau qui avait joué le rôle de résistance et qui par la suite a joué de rôle de support très, très important. C'est pas les 3006 qui ont fait foi exactement, puisque le CAC est venu autour des de mémoire de 3590, donc à partir de 10 points. Donc pour vous répondre ici, mettez en place votre risk-reward autour de ce niveau. Donc vous vous dites, ok, moi j'ai mon niveau sur les 3006. Je vais décider d'acheter, lorsque je rebondis sur ces 3006, le CAC. Je vais me donner une petite marge de manœuvre, donc mon stop, je vais peut-être le mettre sur les 3500, allez, 3570, 3580, donc entre 20 et 30 points en dessous, mais je vais me donner une marge de manœuvre, donc un risk-reward qui va être très intéressant, puisque je risque de perdre une trentaine de points pour en gagner facilement 100. Alors, bonjour, l'overlap est-il uniquement un niveau horizontal? Oui, alors là je réponds de façon ferme, c'est un niveau horizontal. C'est ce qui le différencie par exemple d'un pullback plus classique. Vous pouvez avoir un pullback sur un canal qui va être par exemple en biais, sur un flag, vous pouvez avoir un pullback sur un triangle. Un overlap, lui, dans la définition de ce qu'il est, de ce qu'on a vu ensemble par rapport à Elliott au départ, c'est un niveau horizontal. Donc là je réponds oui. Alors, si j'ai bien compris, c'est une très bonne stratégie pour prise de position et gestion des stop loss. Comment vise-t-on les objectifs? Extension Fibo, Elliott, Andrew. Là, j'allais dire, pour viser les objectifs, c'est une autre partie que ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Nous, on a vu comment trouver ces points d'inflexion via les overlaps, et il est évident que les overlaps ne vont pas vous permettre du tout de pouvoir trouver un objectif, sauf dans le cas des boîtes dont je vous parlais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on l'a vu par exemple sur Hermès ou sur d'autres valeurs type Saint-Gobain. Lorsqu'on a la présence de boîtes comme ça, vous allez avoir comme une espèce de canal formé par deux overlaps. Donc ça va être un canal, mais cette fois, pour répondre à ce qu'on me disait tout à l'heure, un canal horizontal. Donc là, c'est les seuls moments où vous allez pouvoir trouver des objectifs. Après, pour les objectifs, vous allez vous dire, en fonction de vos croyances et vos méthodes, vous pouvez utiliser Andrew, vous pouvez utiliser des extensions Fibo, vous pouvez utiliser parfois des retracements Fibo si vous êtes pas sur des plus hauts historiques, si la valeur en question n'est pas sur des plus hauts historiques, vous êtes à la fois en train d'étendre un mouvement, mais vous êtes également en train de retracer un mouvement précédent. Donc toutes ces méthodes-là peuvent vous aider à trouver des objectifs. Bonjour, merci à vous. Pourriez-vous nous rappeler pourquoi, après avoir buté 3 ou 4 fois sur un support ou une résistance, pourquoi cette fois-là ça casse? Alors, je ne sais pas bien si j'ai compris votre question. Est-ce que ça veut dire pourquoi est-ce que le niveau fonctionne, ou pourquoi est-ce qu'à un moment il casse pour vous dans le sens où il ne fonctionne pas? De toute façon, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, la pertinence de l'overlap tient à ce qu'on a dit, c'est-à-dire aussi cette espèce de mémoire de marché, c'est-à-dire que des intervenants vont se souvenir de cette zone comme d'une ancienne forte résistance. Donc une fois qu'elle a été dépassée, les intervenants vont se dire « Ah, quand même, ça m'embêterait qu'on tape sous les 3006, on est quand même buté 2 fois dessus. » En revanche, si jamais j'ai mal compris votre question, que vous demandiez pourquoi finalement un overlap peut-il finir par céder, j'allais vous dire, tout type de niveau, vous avez un canal par exemple, je sais pas, un canal de très long terme sur une valeur que vous suivez depuis longtemps,
ce canal va pas faire foi ad vitam aeternam. Il va bien y avoir un moment où il va céder. L'overlap répond à ce type de cas particulier, comme tout type de graphique que vous allez regarder. À un moment, vous allez pouvoir avoir une pression. Souvenez-vous sur l'or, cette zone-là qui maintenait les cours de l'once très violente autour de 1535 de mémoire, et qui a cédé très violemment. Elle a fini par céder. Pourtant, beaucoup de gens s'en servaient comme point d'appui, puisqu'on venait rebondir dessus à 5-6 reprises. Cette zone a cédé, effectivement, qui a eu une espèce d'appel d'air très profond qui a fait que l'once a perdu 13% en 2 jours. À ce moment-là, il faut bien avoir notion de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire la reverse stratégie qui est très intéressante, puisque beaucoup de gens finissent par lâcher prise. Je ne vais pas vous rappeler ce qui s'est passé, même aujourd'hui on en a parlé, Elias vous en a suffisamment parlé avec la BNS, vous voyez cette espèce d'appel d'air qu'il y a à un moment quand on lâche un niveau comme ça. Donc n'oubliez pas cette tendance d'effet boule de neige derrière, où quand la vente provoque la baisse et l'achat provoque la hausse. Voilà. Bonjour, n'y aura-t-il pas un overlap sur l'argent à 18715? Alors là, Nicolas qui assure m'a mis en même temps le graphe. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Alors je ne sais pas si on a votre nom, qu'importe. C'est Camille à nouveau. Oui, Camille, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a cette zone-là qui a servi effectivement de support à plusieurs reprises, comme me le montre gentiment Nicolas, donc autour des 15,52, des 18,52, et là on est en train de s'en approcher. Ça veut dire quoi, Camille, pour vous répondre? Vous allez me dire, est-ce que ça veut dire que l'argent va forcément se retourner? Non, ça veut dire que peut-être qu'il y aura des prises de bénéfices sur ce niveau-là, qui peut vous permettre d'envisager une consolidation, et éventuellement des nouveaux points d'entrée sur l'argent si vous maintenez quand même un biais haussier. Et inversement, ça peut vous donner une confiance encore plus forte, c'est-à-dire que si ce niveau venait à être vraiment dépassé, autrement dit si on atteignait au maximum les 19, mais voire les 18,85, là vous allez pouvoir avoir une confiance assez importante pour viser un potentiel de hausse assez intéressant. Donc vous le voyez, ici, à l'approche d'un overlap, comme vous venez de le dire, et le repérez vous-même, on a ce qu'on appelle d'un risk-reward très intéressant, donc un money management intéressant à mettre en place. On ne dit pas qu'on va gagner à 100%, personne ne peut le dire jamais, mais on dit que si jamais on a tort, on aura beaucoup moins tort que si jamais on avait raison. Donc un risk-reward intéressant. Bonjour, compte tenu de cette stratégie, quel est votre mode d'entrée? Alors mon mode d'entrée, vous avez 2 options. Soit vous décidez de jouer vraiment l'overlap, c'est-à-dire vous dites, moi je crois en l'overlap comme sur les 3006 sur le CAC, et vous rentrez sur l'overlap même. Auquel cas, votre niveau de stop va se trouver un peu en dessous, à 2-3% en fonction de la volatilité du sous-jacent que vous suivez. Évidemment, quand je dis 2-3%, c'est pas sur le Forex, mais sur un indice, vous pouvez effectivement vous donner une petite marge de manœuvre. Vous avez une deuxième option qui peut être envisageable, c'est acheter à l'approche de l'overlap, comme il arrive parfois, comme c'est un niveau, j'allais dire, qui peut faire office de support, c'est-à-dire parfois la valeur peut rebondir un peu avant, auquel cas vous achetez un peu avant l'overlap et vous mettez votre niveau de stop là pratiquement sur l'overlap ou très légèrement en dessous. Moi je privilégierais plutôt un achat à l'approche de l'overlap avec un niveau de stop un peu en dessous, car on l'a vu souvent, c'est des niveaux qui peuvent être touchés sans être pour autant vraiment enfoncés. Donc ça serait dommage de vous faire stopper sur le niveau lui-même. Trader l'overlap en contre-tendance, danger ou un peu plus de certitude. De toute façon, c'est toujours dangereux de jouer une contre-tendance. Hein. Là, on l'a bien vu, il ne faut pas non plus se mentir. Donc la contre-tendance, en soi, est quelque chose d'assez tendu. Maintenant, encore une fois, je maintiens, un overlap assez fort peut même en contre-tendance vous donner des zones assez intéressantes, quitte, comme on l'a dit tout à l'heure, n'oubliez pas à jouer la reverse stratégie sur ce type de niveau. Vous ne pouvez pas jouer une reverse, c'est-à-dire inverser votre position, hein, dans un autre jargon plus français, sur n'importe quel niveau, c'est pas vrai. Il faut jouer des reverses sur des niveaux qui ont une vraie importance. Là, par exemple, si vous repérez un canal fort, comme on l'a vu, comme il y en a un sur le CAC, si le canal venait à être enfoncé ou dépassé, ça ne veut pas dire que votre stratégie a été totalement erronée, ça veut dire que sur ce type de niveau-là, vous pouvez jouer une reverse, parce que vous vous doutez bien que si un canal est enfoncé à la baisse, vous allez avoir un potentiel de baisse derrière très intéressant, et inversement, si jamais il est dépassé à la hausse, vous allez avoir un potentiel de hausse intéressant. Vous avez peu de chances de vous prendre un petit spike sur un canal, et on l'a vu quand même sur les indices assez souvent. Bonjour, le canal de Donchian permet de bien visualiser les overlaps. Oui, en partie. Pas forcément à 100%. Il peut vous empêcher parfois de voir certaines zones de... Alors je dirais oui, mais pas de façon exclusive. Alors, Camille encore me dit à partir de combien de pips peut-on passer sur une reverse?
Alors déjà, Camille, n'oubliez pas une chose, c'est que les pips n'ont pas toutes la même valeur selon la paire que vous suivez. Hein. Donc je vais pas raisonner comme ça en de pips, parce que vous avez des paires qui sont quand même beaucoup plus volatiles que d'autres. Raisonnons plutôt, là, j'allais dire en pourcentage, c'est un peu plus cohérent. Je dirais que, grosso modo, sur des valeurs type Forex, je pense qu'à partir du moment où vous êtes à 0,30, entre 0,30 et entre 0,20 et 0,35% en dessous de votre niveau d'overlap, je pense qu'il faut quand même pas jouer avec le feu trop longtemps. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie. On va s'arrêter là pour l'instant pour les questions. Il est évident que vous pouvez continuer à nous envoyer des questions, que ce soit chez FXCM ou chez nous, Dagger Trading, à l'adresse mail qui vous est indiquée ici. Nous vous ferons un plaisir de vous y répondre. J'espère que tout ça a été utile pour vous. J'espère également que vous serez nombreux à nous retrouver sur DT Forex, qu'on va donc lancer à partir de lundi en partenariat avec FXCM. Donc des stratégies mises en place clé en main pour vous sur le Forex. Donc on vous donnera nos points d'entrée, nos niveaux de sortie, suivi régulier hebdomadaire, suivi des positions graphiques, etc. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je repasse la main à Nicolas et je vous dis à très bientôt. Écoute Marc, j'ai juste à te remercier, c'était une très belle présentation, merci beaucoup pour les réponses, apparemment tous nos auditeurs sont ravis. Chers auditeurs, c'était la 5, 6, 7e heure de conférence de la journée. Nous allons faire une petite pause de 5 minutes et puis nous retrouverons Raphaël Leblanc pour la rubrique Scalping. A tout de suite.